Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie que vous me rejoigniez dans ce cours sur la psychothérapie sensorimotrice. La psychothérapie sensorimotrice est une thérapie par la parole axée sur le corps, comme on l'a décrit souvent, qui consiste à travailler à travers le corps dans le but de soigner les effets des traumatismes et des blessures relationnelles. Je suis très heureuse de collaborer avec Quantum Way pour vous présenter ce cours. Nous allons aborder de nombreux sujets, nous apprendrons comment nous appuyer sur le corps lui-même dans le but de stabiliser l'activation physiologique, nous apprendrons comment travailler de manière somatique pour résoudre les effets des traumatismes, nous apprendrons comment travailler avec les traumatismes non-verbaux et nous apprendrons aussi comment utiliser le corps pour travailler avec les parties dissociatives. Et au fil du cours, nous explorerons les systèmes de croyances liés à la fois au traumatisme et à l'attachement et leur impact sur notre corps, sur nos mouvements, sur notre posture ou nos gestes. Et ensuite, j'aimerais terminer en expliquant comment nous pouvons nous appuyer sur notre propre corps pour renforcer notre résilience, en particulier en cette période, n'est-ce pas, où le monde est soumis à tant de stress. Nous pouvons vraiment apprendre à puiser dans notre corps lui-même pour élargir notre fenêtre de tolérance et nous sentir plus forts face à ce qui se passe dans le monde. Commençons par la question « Pourquoi travailler avec le corps ?» Vous savez, je considère le corps comme extrêmement intelligent. Nous nous adaptons automatiquement, sans même avoir à y penser consciemment, à la fois à tout ce qui est traumatique, aux événements traumatisants, et aussi à nos premières relations d'attachement, à la façon dont nous sommes traités par nos pères et nos familles. Et cela inclut non seulement notre idéologie personnelle, mais aussi notre histoire socioculturelle, c'est-à-dire l'impact que l'oppression et la marginalisation, ainsi que les positions privilégiées, ont sur notre corps. Une des façons d'envisager la psychothérapie est de considérer qu'il existe en réalité deux récits. L'un est le récit verbal, c'est-à-dire les mots, l'histoire racontée, ce que le patient exprime verbalement, mais l'autre récit est le récit somatique. Et le récit somatique souvent raconte une histoire bien plus nuancée, qui d'ailleurs peut même ne pas forcément être consciente. Il n'y a peut-être pas de mots pour décrire ce que nous dit le récit somatique. Donc nous examinons comment les schémas physiques reflètent à la fois notre histoire personnelle et notre histoire socioculturelle. Ces habitudes sont conçues pour nous permettre de nous adapter et de maximiser les ressources dont nous disposions au moment où des événements traumatisants se sont produits ou au moment où des blessures relationnelles se sont produites. Par exemple, si j'ai grandi dans une famille où on attendait de moi que je sois invisible, que je me cache, que je ne m'exprime pas, mon corps pourrait ressembler à ça. N'est-ce pas? Je pourrais simplement me replier sur moi-même pour aller dans le sens du message que je reçois de mon environnement. Et ce genre de posture peut aussi être lié à un traumatisme, dans une tentative d'être invisible et de ne pas être vu afin qu'on ne me fasse pas de mal, n'est-ce pas? Et nous développons ces schémas sans aucun mot, sans aucune intention consciente. C'est simplement la façon dont notre corps s'adapte à l'environnement, s'adapte aux relations. Si on prend un autre exemple, si notre famille attend de nous que nous soyons forts, que nous ne soyons pas faibles, notre corps pourrait adopter une posture comme celle-ci, qui nous permet de dégager cette impression de force, comme si on disait aux autres « ne me cherchez pas ».
Et cette posture-là peut également être une réponse à un traumatisme. Elle a pu servir à paraître fort et à paraître capable de se protéger afin d'éviter que les autres nous fassent du mal, n'est-ce pas? Tous ces schémas vont nous limiter d'une manière ou d'une autre. Si ma posture est comme ça, il me sera difficile de me laisser aller à ce que je ressens, de me sentir vulnérable ou de me laisser entrer en lien et m'ouvrir. Il en va de même si ma posture est comme ça, n'est-ce pas? Ou si ma posture est affaissée dans une position comme celle-ci. Cela limite notre expérience. On voit donc que notre corps est véritablement porteur de nos souvenirs implicites, de souvenirs qui, très souvent, ne sont pas conscients. Je voudrais aussi ici dire quelques mots sur l'impact de l'oppression et aussi du contexte socioculturel, car nous devons être conscients que la façon dont nous vivons dans notre corps n'est pas seulement influencée par notre idéologie personnelle, mais aussi par notre culture et ce qu'on appelle l'emplacement social. Par exemple, j'ai travaillé avec une jeune femme asiatique qui avait une posture légèrement recroquevillée. Notre première pensée pourrait être « Ah, elle a peut-être grandi dans une famille où elle devait se faire petite ou où elle devait ne pas trop se montrer, n'est-ce pas ?» Et ensuite, au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble, elle m'a confié que sa famille l'acceptait totalement telle qu'elle était. Ce n'était pas du tout un environnement traumatisant, c'était une famille très aimante. En revanche, sur le plan culturel, un jour elle m'a dit « Quand j'allais dans le monde, j'avais peur. » Et j'essayais de ne pas être vue parce que, en tant que femme asiatique en Amérique, aux États-Unis, je ne me sentais pas en sécurité. Donc, sa posture physique était en réalité liée à cette marginalisation. Oui. Nous examinons donc l'histoire que raconte le corps, n'est-ce pas? Et pas seulement le récit verbal, les mots. Une des façons d'envisager le récit somatique est de le comparer à ce qui se passe avec le cerveau. On dit que le cerveau est comme une machine à anticiper. La fonction principale du cerveau, c'est de prédire ce qui va se passer ensuite afin qu'on puisse agir de façon adaptée, n'est-ce pas? Le cerveau est donc constamment en train de prédire l'avenir, d'anticiper ce qui va se passer dans l'instant d'après, puis d'initier une action qui puisse répondre à cette prédiction. Ce qui se passe avec le corps est très similaire, n'est-ce pas? Si vous pensez au récit somatique, par exemple, si vous pensez à une posture comme celle-ci, n'est-ce pas? Qui est juste affaissée. Quand je fais ça, je me sens presque comme une enfant. En fait, d'ailleurs, si vous voulez bien, faites-le avec moi. Laissez votre corps simplement s'affaisser et pensez aux attentes qu'a ce corps. Quand j'adopte cette posture, personnellement, je ne m'attends certainement pas à être acceptée. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un me dise à quel point je suis formidable. Dans une relation, je m'attends peut-être à être dominée, peut-être à être critiquée, peut-être à être abandonnée. Et c'est très différent d'une posture alignée et ouverte. Tout change immédiatement dès que je passe de cette posture-ci à celle-là, n'est-ce pas? Je vis quelque chose de complètement différent. Et mes attentes par rapport à l'avenir changent également du tout au tout. Ainsi, le récit somatique anticipe continuellement l'avenir, dans le domaine de nos relations, dans le domaine de notre environnement en général. Et ce récit reflète le savoir relationnel implicite, c'est-à-dire ce que nous avons appris dans nos relations, n'est-ce pas? Ce à quoi nous pensons que nous pouvons nous attendre. Et je tiens à souligner ici que ces schémas sont très adaptatifs, très adaptés dans notre environnement d'origine. En revanche, une fois que l'environnement a changé, ils ont malgré tout tendance à persister. Ce récit somatique communique également implicitement toutes sortes de choses aux autres. Si, par exemple, vous me rencontrez dans la rue et que ma posture est ouverte et droite, comme ceci, vous aurez une impression très différente de moi, implicitement, et une réaction très différente que si mon corps était comme ceci.
vous ressentirez quelque chose de différent en vous. Vous aurez une réaction différente dans votre propre corps si moi, j'ai une posture comme celle-ci. Même ma voix change, n'est-ce pas? Juste à cause de la posture. Il y a donc cet échange non verbal, cette communication qui se produit à tout moment, d'un corps à l'autre, entre nous et les autres, entre nous et notre environnement, de corps à corps. Mais le message est également communiqué à soi, n'est-ce pas? Il y a une étude menée par Dijkstra, une femme nommée Dijkstra, qui est norvégienne, je crois, et elle a montré dans son étude que si vous adoptez une certaine posture, si vous adoptez par exemple une posture comme celle-ci, les souvenirs de l'époque où cette posture a été adoptée initialement vont commencer à refaire surface, n'est-ce pas? Donc si j'adopte cette posture, immédiatement, je sens que j'ai l'impression d'être un peu comme un enfant, comme si je me disais: «Oh, je ne veux pas me montrer, et si je donne la mauvaise réponse?» Certaines personnes vivent en permanence comme ça dans leur corps et il nous faut réfléchir au message que cela leur envoie à elles-mêmes, en plus de celui qui est communiqué au monde. Cela veut dire que nous ne nous intéressons pas seulement au message communiqué aux autres, mais aussi à ce que nous nous disons à nous-mêmes simplement par la façon dont nous vivons dans notre corps. Qu'est-ce que cette posture et qu'est-ce que tous les schémas qui l'accompagnent nous communiquent à nous-mêmes à chaque instant?